sans transition, si je puis me permettre, vous passez la parole, Yann Verling. Très content de vous saluer et vous remercier d'être resté jusqu'au bout. Et c'est toujours délicat de dire quelques mots quand on n'a pas assisté à ce qui s'est dit avant. Et donc on a peur d'être un peu à côté de la plaque. Je vais essayer de ne pas l'être pour vous dire que moi, je suis très content d'être là à l'invitation de l'Institut Paris Région et de cette initiative qui a maintenant déjà quelques années, c'est ça, de vie. Et pardon, mon téléphone sonne, mais la journée est un peu spéciale. Et donc, je vais essayer de rester concentré sur le sujet pour vous dire quand même que le sujet d'importance, je ne vais pas enfoncer une porte ouverte pour vous, mais vous dire que la région Île-de-France s'est engagée sur la question du de l'adaptation au changement climatique, depuis maintenant 2022. Nous n'étions pas si nombreux que ça, à vrai dire. Pourtant, c'est pas il y a pas longtemps, c'est il y a 3 ans. Nous n'étions pas si nombreux que ça en tant que collectivité d'importance à nous préoccuper d'adaptation. J'ai même mémoire. Quand on a commencé à y réfléchir, d'avoir quelques griefs, y compris des réseaux les plus environnementaux, pour nous dire mais si vous faites de l'adaptation, c'est que vous renoncez à l'atténuation. Bon, les mentalités ont évolué évidemment, et depuis on a compris qu'on devait faire les deux. Mais c'est vrai que l'adaptation était encore il y a quelques années le parent pauvre de toute politique liée au changement climatique, et que néanmoins nous avons été rattrapés par la patrouille avec le changement climatique qui est à l'œuvre et avec ses impacts qui sont nombreux, de plus en plus nombreux malheureusement, à la fois sur bien sûr il n'y a pas de priorité d'ordre d'importance dans ce que je dis, mais il y a les milieux naturels qui sont aujourd'hui impactés sans qu'on le voit forcément fortement, mais on va le voir de plus en plus fortement. D'ailleurs, encore récemment, vous avez vu dans les rues de Paris qu'un certain nombre d'arbres perdaient leurs feuilles, ce qui était un peu plus tôt que prévu, mais pour des raisons qui sont liées au changement climatique, que dans nos forêts franciliennes, et pas que franciliennes, mais on le voit bien en Île-de-France pour ceux qui sont forestiers, les forêts dépérissent, à la fois parce que il y a des phénomènes de maladies nouvelles, des phénomènes de sécheresse à répétition qui affectent évidemment les forêts à une vitesse qui est supérieure à ce qui est normalement en capacité pour une forêt de supporter en termes de renouvellement d'espèces, de recolonisation d'espèces. Donc tout ça, on va dire que normalement, la nature étant bien faite, on pourrait se dire qu'en quelques centaines d'années, tout ça va se rétablir. Mais bon, on a envie d'avoir des forêts qui sont belles. Donc on a une intervention humaine qui est nécessaire aujourd'hui pour préserver nos forêts. Et impact aussi sur les écosystèmes et sur la faune et la flore. Et puis impact sur l'économie, avec aujourd'hui de plus en plus d'entreprises qui se préoccupent effectivement de leur vulnérabilité au changement climatique, avec des acteurs de plus en plus nombreux qui se positionnent pour accompagner les entreprises dans leur adaptation. Et puis, last but not least, évidemment, impact sur les populations. Enfin, je n'ai pas dit qu'il y avait une priorité, mais je sais que c'est le sujet que vous avez en grande partie abordé aujourd'hui, populations qui aujourd'hui sont de plus en plus affectées par les changements climatiques, et notamment les populations les plus fragiles, et notamment dans les villes et dans les zones urbaines. Et c'est la raison pour laquelle en Île-de-France, on s'est préoccupé de cette question de l'adaptation depuis 3 ans, parce qu'on se rendait bien compte qu'effectivement, dans un tissu extrêmement dense et un tissu extrêmement urbain et très minéral et trop minéral, il était plus que temps d'agir. Avec beaucoup d'actions qui ont été engagées. Alors je ne veux pas vous épuiser, mais vous dire que d'abord nous avons attaqué la question par l'aménagement. L'IPR est particulièrement ancré et attaché et impliqué dans cette question de l'aménagement, avec l'exercice qui nous a occupé pendant plusieurs mois, qui a été la réécriture du schéma directeur régional d'Île-de-France, qui est le schéma d'urbanisme, grosso modo, de la région Île-de-France, le SDRIF, que nous avons d'ailleurs renommé SDRIF E comme environnement, et précisément pour y intégrer des nouvelles informations et des nouvelles données, des nouvelles perspectives et des nouvelles lignes directrices, notamment liées à l'adaptation au changement climatique, avec d'obligation qu'on s'est donnée d'avoir
un équilibre maintenu au niveau de la région Île-de-France. Les gens ne le savent pas, mais la région Île-de-France, même si c'est que 2% du territoire, 20% de la population, néanmoins, 75% de ce territoire n'est pas urbanisé. Et donc ça a été la ligne directrice dans l'écriture de ce schéma directeur, c'est de faire en sorte que cette même proportion reste en l'état pour toutes les années qui viennent, donc une extrême maîtrise de l'urbanisme pour rester sur les 75% de zones non urbanisées et qui sont très utiles bien évidemment à la lutte contre le changement climatique, puisque nous avons besoin de pérenniser nos espaces verts et nos espaces agricoles. Nous avons également inscrit dans ce SDRIFE des objectifs de désimperméabilisation des sols et de prise en compte des îlots de chaleur. Je salue d'ailleurs le travail qu'a encore une fois fait l'IPR, qui aujourd'hui est une aide à la décision pour les élus, qui a été de cartographier plutôt, pour être plus juste, les îlots de chaleur aujourd'hui en Île-de-France. Nous avons une cartographie très précise des îlots de chaleur pour identifier précisément là où il y a les besoins les plus importants. C'est une aide à la décision pour les élus, puisque d'ores et déjà, nous, aujourd'hui, nous avons des dispositifs d'aide, d'accompagnement des élus pour des communes, pour végétaliser, pour rafraîchir les villes, avec, grâce à cette carte, une capacité pour nous de prioriser nos financements sur les endroits qui sont les plus rouges sur la carte dont nous disposons. Parce qu'encore une fois, il faut toujours aller là où c'est le plus urgent, bien évidemment, mais aussi en disette budgétaire. On est dans une période où l'argent public devient rare, il faut le prioriser, et pour le prioriser, il faut avoir des outils de priorisation, et cette cartographie nous est extrêmement utile. Donc nous avons lancé plusieurs dispositifs qui s'appellent l'îlot de fraîcheur, pour justement financer des îlots de fraîcheur. Nous en avons financé près de 146 depuis 2022. Ça représente 14,7 millions d'euros de subventions. C'est beaucoup d'écoles, beaucoup de places publiques qui sont des endroits, en plus, quand je parle des écoles, des endroits où on a besoin de s'occuper des personnes qui sont les plus en situation d'avoir besoin de fraîcheur. Je pense bien sûr aux enfants. On a également un opérateur qui s'appelle l'Île-de-France Nature qui agit très concrètement, là aussi, pour financer des végétalisations un peu partout en Île-de-France et réduire c'est son objet d'ailleurs, de réduire les carences en espaces verts, étant entendu que pour nous, la question qui est primordiale, c'est de lutter contre le changement climatique, s'adapter au changement climatique. Mais d'ailleurs, quand je fais faut pas de langage, ne me trompez pas trop, parce que quand on agit, par exemple, en utilisant des solutions fondées sur la nature dans l'adaptation au changement climatique, non seulement on s'adapte au changement climatique, mais quand je vous donne l'exemple, par exemple, de la création d'un espace vert, eh bien, nous contribuons également à capter du carbone et donc à atténuer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, les solutions fondées sur la nature, qui sont aujourd'hui celles qui sont les plus utilisées, en tout cas par la région Île-de-France, dans la lutte contre le changement climatique et l'adaptation au changement climatique, font double bénéfice, j'allais dire même triple bénéfice, puisque nous avons également, par ces biais-là, une action favorable à la biodiversité. Et d'ailleurs, un des sujets phares aussi que nous avons identifié, c'est la question de l'eau. Qui dit sécheresse dit manque d'eau, qui dit canicule dit manque d'eau, mais aussi, vous le savez, les phénomènes climatiques, c'est l'été avec ce manque d'eau, mais c'est l'hiver avec le trop d'eau. Donc il faut qu'on réussisse à gérer cette question aujourd'hui du trop d'eau, du pas assez d'eau, avec évidemment les deux aspects de politique qui sont à mener. Donc le pas assez d'eau en été, la fraîcheur, je vous en ai parlé, c'est aussi l'accès à l'eau. Aujourd'hui, on sait que quand il y a des phénomènes de canicule, les populations se jettent sur les points d'eau. Donc il faut multiplier les points d'eau. Donc nous, aujourd'hui, à la région Île-de-France, on a déjà historiquement des îles de loisirs qui sont en périphérie de l'Île-de-France et qui offrent déjà des espaces de baignade, mais ce n'est pas suffisant. Et donc nous avons participé avec d'autres activement à rendre baignables un certain nombre de nos grands cours d'eau, la Marne, la Seine, bien évidemment, et nous avons bien l'intention de continuer
à créer des espaces de baignade dans les rivières et les cours d'eau pour permettre l'accès à l'eau, à quoi nous ajoutons évidemment le fait que nous avons développé un programme de construction de beaucoup plus de fontaines à eau, parce que là encore, l'accès à l'eau, c'est pour se baigner, se rafraîchir, mais c'est aussi pour boire, tout bêtement. Et de ce point de vue-là, c'est mieux d'avoir des fontaines à eau que d'acheter des bouteilles plastiques. Je suis sûr que vous serez tous d'accord avec moi là-dessus. Nous avons également dans notre action la volonté d'être exemplaires. Nous avons 2 grands leviers financiers sur lesquels nous pouvons agir. D'une part, les lycées. Nous avons la gestion des lycées en Île-de-France, tout comme les départements, les collèges et les communes, les écoles. Nous, avec les lycées, nous avons là aussi un programme d'investissement, de rénovation, pour faire en sorte que l'ensemble de nos lycées s'adaptent au changement climatique. Et puis, les transports. Alors ça, évidemment, vous le savez tous, la région est en charge des transports. Et là aussi, nous avons eu un large programme de climatisation des transports en commun. Alors celle-là aussi, ça n'a pas fait l'unanimité au départ quand nous avons décidé de climatiser un certain nombre de RER, de métros, de bus et de trams, au motif que, c'était consommateur d'énergie supplémentaire. Mais enfin, rendre désagréable un RER, c'est pousser les gens vers des voitures, c'est pas forcément mieux. Donc rendre plus agréable des transports en commun par canicule, ça nous a semblé totalement logique et finalement, en bilan global, évidemment, plus écologique. Je veux également signaler que dans l'ensemble des actions que nous avons dans nos curseurs, il y a également au-delà des questions de solutions fondées sur la nature pour le rafraîchissement, il y a aussi dans les bâtiments eux-mêmes aujourd'hui, bien vous le savez, beaucoup de climatisation en Île-de-France, et cette climatisation, elle n'est pas toujours, voire très rarement, une climatisation durable. Donc là aussi, nous commençons activement à regarder la question du froid durable, qui est basée sur la géothermie, et c'est des coûts d'investissement, mais il faut les faire, ces coûts, parce que nous aurons de plus en plus recours à la climatisation dans les bâtiments, et il va falloir que nous soyons en capacité d'aider tous ceux qui le souhaitent à se doter de ce froid durable. Alors, la géothermie profonde permet aujourd'hui le froid, mais ça nécessite une anticipation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un puits de géothermie existant qui produit du chaud, il ne peut pas produire du froid comme ça, il faut des investissements supplémentaires, donc c'est mieux de l'envisager en travaux embarqués, on va dire. Dès qu'il y a un projet de géothermie, tout de suite, dire vous ne faites pas que du chaud, vous faites aussi du froid et vous prévoyez le truc. Et puis, ça c'est pour la profonde, et puis il y a la géothermie de surface qui peut se déployer beaucoup plus largement. Là aussi, nous souhaitons nous investir fortement sur la géothermie de surface pour pouvoir développer du froid durable. Là aussi, avec des programmes de priorisation sur les établissements qui en ont le plus besoin, les EHPAD, les hôpitaux, les établissements de santé, voire les écoles. Là, on commence à avoir beaucoup plus, mais en tout cas, les premiers EHPAD et établissements de santé, ça nous semble être une priorité absolue. Voilà, je pourrais parler encore plus longuement sur tout ce que nous faisons et nous avons envie de faire, mais c'est vrai que le chantier est colossal, que la région avec ses petits bras musclés ne peut pas tout faire. Et nous avons besoin de travailler en partenariat avec tous les échelons qui aujourd'hui s'investissent. L'État s'y est mis avec son plan national d'adaptation au changement climatique. Il travaille un petit peu en solo, je dois dire, et donc on a besoin qu'on se retrouve pour travailler ensemble, l'État et les collectivités locales, dans toutes les actions que nous avons envie et que nous devons mener ensemble, et puis avec tous les programmes qui existent aujourd'hui et qui accompagnent et qui aident à la décision, parce que, encore une fois, vu la masse de choses qu'il faut faire et qu'il faudra accélérer, parce que malheureusement le changement climatique ne nous donne pas des temps pour décider, pas autant que pour faire des gouvernements. Donc il faut que ce temps-là, on l'utilise pour le maximiser, qu'on priorise les choix qu'on fait maintenant pour aller à l'urgence. Et pour cela, nous avons besoin des travaux qui sont menés, que vous avez menés, et qui vont nous aider à faire les bons choix les plus judicieux possibles et si possible les moins chers possibles aussi. Merci beaucoup. Avant de partir, juste, moi je voudrais dire au nom de toute l'équipe H2C, féliciter Aude Le Monsu pour son rôle de coordinatrice. Et franchement,
Voilà, c'est 4 ans et demi de travaux rondement menés. Voilà, donc on est très content d'avoir participé à cette aventure. Merci Aude.